Il est facile de réduire Haïti à rien de plus qu'un État failli, un lieu de pauvreté extrême, de gangs violents et de chaos. Un pays qui, malgré tant d'aide et des milliards de dollars venus d'autres nations, n'arrive pas à prospérer. Mais en y regardant de plus près, on découvre une toute autre réalité. C'est l'histoire d'un peuple réduit en esclavage qui s'est soulevé contre son colonisateur et a remporté la victoire, mais qui a ensuite été sévèrement puni pour cette audace. L'histoire d'Haïti ne peut être racontée sans évoquer le rôle des puissances impériales qui, pendant des siècles, ont extrait richesses et ressources du pays par la violence. On parle trop peu du fait que, même ces dernières années, des pays comme les États-Unis ont continué à s'ingérer dans les affaires haïtiennes pour exploiter la terre et son peuple au profit de leurs intérêts. Voici l'histoire d'un peuple à qui l'on a refusé la pleine liberté et la souveraineté de se gouverner lui-même. Saint-Domingue fut la colonie la plus lucrative de la France. À l'époque, environ la moitié du café et du sucre importés en Europe provenaient de ce qui est aujourd'hui Haïti. Mais c'était aussi l'une des colonies les plus brutales du monde, selon certains historiens. À la fin du 18e siècle, on estimait qu'un demi-million de personnes réduites en esclavage vivaient sur l'île. Elles étaient tellement maltraitées et exploitées que leur espérance de vie après leur arrivée à Saint-Domingue n'était que de 3 ans. En 1791, des milliers d'entre elles décidèrent qu'elles en avaient assez. Elles s'organisèrent et se révoltèrent. Contre toute attente, elles vainquirent les Français. Et en 1804, Haïti naquit comme la première république noire. Une victoire incroyable. D'anciens esclaves qui avaient vaincu les troupes de Napoléon devinrent le premier pays indépendant d'Amérique latine. Mais leurs colonisateurs n'allaient pas laisser partir Haïti aussi facilement. Plus de 20 ans après la déclaration d'indépendance, la France envoya des navires de guerre au large de l'île. Si Haïti voulait être reconnu comme un État souverain et avoir la certitude de ne pas être réoccupé, il devait payer ses anciens maîtres. Les dirigeants haïtiens acceptèrent une dette équivalente à des centaines de millions de dollars actuels, en réalité des réparations inversées. Puis les choses devinrent encore plus sinistres. Car pour payer cette dette, le jeune pays dut contracter des emprunts. Et devinez qui proposa ces prêts? La France, à travers ses banques. Haïti s'endetta donc pour rembourser la dette. En plus, les banques prélevaient d'énormes commissions et frais, ce qui représentait un autre moyen de pressurer Haïti à distance. L'une de ces banques, qui avait profité de la dette haïtienne, finança plus tard la construction de la Tour Eiffel. Quand les États-Unis découvrirent combien il y avait d'argent à gagner en Haïti, Wall Street voulut sa part. Des banques comme la National City Bank de New York rachetèrent des actions de la Banque nationale d'Haïti. Et en 1914, un événement incroyable se produisit. Des marines américains pénétrèrent dans la Banque nationale d'Haïti, saisirent un demi-million de dollars en or, le mirent sur un bateau et l'envoyèrent à New York dans les coffres de la National City Bank. Les Américains expliquèrent qu'ils avaient dû le faire en raison de l'instabilité politique en Haïti. Ils craignaient que les rebelles ne s'emparent de l'or, alors ils décidèrent de le prendre eux-mêmes. Mais même après ce vol, Wall Street continua de faire pression sur Washington pour qu'il intervienne en Haïti afin de garantir les profits des banques. L'année suivante, les États-Unis trouvèrent le prétexte idéal. Le président haïtien fut tué par une foule en colère. En 1915, les Marines américains débarquèrent donc en Haïti, officiellement pour combattre des bandits menaçant les propriétés américaines. Ils restèrent 19 ans, l'une des plus longues occupations militaires américaines, juste derrière l'Afghanistan. Pendant cette période, les responsables américains prirent le contrôle total des finances haïtiennes et forcèrent le pays à contracter davantage de dettes. J'emploie le mot « forcer » car même lorsque les responsables haïtiens refusaient de contracter de nouveaux prêts auprès des banques américaines, les fonctionnaires américains insistaient, allant jusqu'à installer un président qui accepterait. À ce moment-là, Haïti était pourtant un État indépendant et souverain, mais les États-Unis l'occupaient, géraient ses finances et veillaient à ce que les banques américaines soient payées. Selon une enquête du New York Times, Haïti dépensait davantage pour rembourser ses dettes à la National City Bank et à ses filiales que pour financer ses propres écoles publiques. La National City Bank existe toujours, mais sous un autre nom, Citigroup.
La raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo, c'est que la plupart des informations que nous recevons sur Haïti se concentrent sur les gangs et la pauvreté, mais rarement sur les pays et les entreprises qui ont contribué à créer cette crise. Et je pense que c'est dangereux car cela nous pousse à croire des récits incomplets et trompeurs sur d'autres pays. C'est pourquoi il est important d'examiner de manière critique les nouvelles que nous consommons. Les États-Unis continuèrent à contrôler les finances d'Haïti pendant encore 13 ans après la fin officielle de l'occupation. Plus d'un siècle s'était écoulé depuis que la France avait imposé cette dette dévastatrice. Durant ce siècle, alors que la demande de café était forte et qu'Haïti en exportait massivement, le pays aurait dû récolter toutes les richesses qui avaient autrefois enrichi les colons français. Mais au lieu d'investir cet argent dans les besoins de la population, écoles, eau courante, routes, électricité, il était envoyé aux anciens propriétaires d'esclaves, aux banques et aux actionnaires en France et aux États-Unis. Certains avancent que l'instabilité et la corruption au sein du gouvernement haïtien auraient empêché que cet argent profite réellement au peuple, même s'il était resté en Haïti. Mais le fait est que les Haïtiens n'ont jamais eu cette chance puisque l'argent n'est pas resté dans le pays. Il est vrai aussi que certaines de ces affaires prédatrices furent possibles grâce à la complicité d'élites haïtiennes locales. Mais même lorsque des politiciens élus s'opposaient, les puissances étrangères comme les États-Unis trouvaient des moyens de les contraindre. Par exemple, lorsque Washington voulut modifier la constitution haïtienne qui interdisait aux étrangers de posséder des terres. Après des siècles de colonialisme français, cette disposition était une protection cruciale pour le peuple haïtien. Les législateurs refusaient de la changer. Alors, des Marines américains firent irruption dans l'Assemblée nationale et expulsèrent les parlementaires haïtiens sous la menace des armes. Ils installèrent ensuite de nouveaux responsables qui approuvèrent rapidement la Constitution soutenue par les États-Unis. Le président Franklin D. Roosevelt s'en vanta plus tard, affirmant « J'ai moi-même rédigé la Constitution d'Haïti et si je puis me permettre, je pense que c'était une assez bonne Constitution. Bonne surtout pour les affaires américaines, car désormais les étrangers pouvaient posséder des terres en Haïti. » Des entreprises américaines louèrent alors des milliers d'hectares de plantations et employèrent des Haïtiens comme main-d'œuvre bon marché, les payant à peine 20 centimes par jour. Plus d'un siècle après l'abolition de l'esclavage, de nouveaux mécanismes d'exploitation enrichissaient encore les étrangers. Tout au long de cette occupation, les États-Unis justifièrent leur présence en affirmant qu'elle était nécessaire pour stabiliser le pays. Mais un général américain finit par regretter ses actions. Smedley Butler, qui avait dirigé l'opération d'expulsion des parlementaires, déclara plus tard « J'étais un gangster du capitalisme. J'ai aidé à faire d'Haïti et de Cuba des endroits sûrs pour que les banquiers de la National City Bank puissent collecter leurs revenus. » C'était en 1932. Et c'est là que l'on se demande « Mais tout cela, c'était il y a longtemps. Quel rapport avec la situation actuelle en Haïti? » Eh bien, cette pratique de manipulation politique au service des intérêts occidentaux ne s'est jamais arrêtée. Après l'occupation américaine, Haïti connut près de 30 ans de dictature sanglante sous François Papa Doc Duvalier, puis son fils Baby Doc. Ils gouvernaient par la terreur, mais bénéficiaient du soutien américain car ils étaient des alliés contre le communisme dans les Caraïbes. En échange, ils offraient un climat idéal aux entreprises américaines, faibles impôts, répression syndicale et salaires de misère. Pendant cette dictature, l'industrie manufacturière se développa en Haïti. Les ouvriers haïtiens fabriquaient des balles de baseball pour la Ligue majeure, des peluches pour Sesame Street et des t-shirts Disney vendus aux États-Unis. Mais ils étaient payés les plus bas salaires de tout l'hémisphère. Face à cette exploitation, un prêtre devint populaire, Jean-Bertrand Aristide. Il prônait la libération des pauvres et appelait à une révolution affirmant « Haïti est pauvre à cause des riches ». Il dénonçait aussi l'impérialisme américain. Les Américains veulent toujours tenir nos entrailles entre leurs mains. Ainsi, nous serons dépendants économiquement, politiquement et culturellement. Aristide fonda le parti Lavalas, qui signifie inondation en créole. Il annonça que la marée des pauvres allait déferler sur Haïti, et le jour du vote, ce fut le cas. Après des décennies de dictature, les Haïtiens élurent Aristide président avec 67% des voix. Les quartiers populaires explosèrent de joie. Enfin, les pauvres avaient le sentiment d'avoir conquis le pouvoir. Mais la fête fut de courte durée.
Aristide voulut augmenter les impôts des riches et réduire l'influence de l'armée. Il devint une menace. 7 mois après son investiture, il fut renversé par un coup d'État soutenu par l'élite haïtienne. Les partisans d'Aristide, indignés que leur vote soit bafoué, descendirent dans les rues. L'armée réprima dans le sang, faisant des milliers de morts. D'autres milices de personnes fuirent par la mer. L'afflux de migrants haïtiens aux États-Unis devint un problème pour le président Bill Clinton en 1993. D'un côté, son administration subissait des pressions pour restaurer Aristide et stopper l'exode. De l'autre, il était difficile de convaincre le Congrès d'aider un homme si critique envers les États-Unis et le capitalisme. Aristide, lui, était coincé. Il avait besoin des Américains pour reprendre le pouvoir. Il adoucit donc son discours et accepta les politiques néolibérales imposées par Washington. En 1994, les États-Unis intervinrent pour le réinstaller. 10 ans plus tard, ils intervinrent à nouveau pour l'écarter cette fois. Pour revenir, Aristide avait dû accepter de privatiser les entreprises publiques essentielles comme l'électricité, de réduire les droits de douane afin d'inonder le pays de riz américain et de maintenir des salaires très bas. Depuis longtemps, Washington militait contre toute hausse du salaire minimum en Haïti. Quand Aristide ordonna une augmentation, elle fut si faible qu'elle ne compensait même pas l'inflation. Les ouvriers gagnaient à peine l'équivalent de 14 $ par semaine. Dans les années 1990, des militants américains vinrent constater leurs conditions de vie, 3 familles partageant une seule pièce. Pendant ce temps, Disney vendait un T-shirt fabriqué en Haïti pour presque le même prix que ce que touchait un ouvrier en une semaine entière. Et même après Aristide, les États-Unis continuèrent de bloquer toute hausse du salaire minimum. Des câbles révélés par Wikileaks en 2009 montrèrent que l'ambassade américaine faisait pression sur le Parlement haïtien pour ne pas augmenter les salaires afin de préserver les profits de marques comme Hanes, Fruit of the Loom ou Levi Strauss. Les Clinton jouèrent un rôle majeur en Haïti. Bill Clinton, en particulier, avait conditionné le retour d'Aristide à l'ouverture du marché au riz américain. Résultat, le pays fut inondé de riz importé, les cultivateurs locaux furent ruinés. En 2010, Clinton admit son erreur. Ça a peut-être été bon pour mes fermiers de l'Arkansas, mais ça n'a pas marché pour Haïti. C'était une erreur. Je l'ai faite et je dois vivre chaque jour avec les conséquences de la perte de la capacité d'Haïti à produire son propre riz. Mais Aristide avait perdu le soutien populaire. Ses opposants l'accusaient de réprimer violemment les manifestations. Ses partisans étaient accusés d'assassinat politique et de corruption. En 2003, il créa une commission pour évaluer combien la rançon imposée par la France avait coûté à Haïti. Le montant fut estimé à 21 milliards de dollars actuels. Aristide exigea que la France rembourse cette somme. Quelles belles écoles, universités et hôpitaux nous pourrions construire! Quelle abondance de nourriture nous aurions! Cette revendication alarma la France. Si Haïti pouvait réclamer des réparations, d'autres anciennes colonies le pourraient aussi. 3 mois après cette demande, Aristide fut de nouveau renversé. Il affirma avoir été kidnappé par les États-Unis, tandis que Washington et Paris soutinrent qu'il lui avait sauvé la vie. Après ce coup, les soldats de l'ONU occupèrent Haïti. Encore une fois, le pays était sous contrôle extérieur et depuis, les puissances étrangères continuent d'imposer leurs candidats et leurs politiques. Résultat, une succession de crises. Aujourd'hui, Haïti n'a plus de gouvernement élu. Le vide du pouvoir est comblé par des gangs armés qui terrorisent les populations. Les Haïtiens qui fuient la misère sont accueillis par la violence, le racisme et les expulsions. Sous la présidence de Joe Biden, des photos montrant des agents américains à cheval pourchassant des migrants haïtiens au Texas choquèrent le monde. Quelques jours plus tard, le plus haut diplomate américain en Haïti démissionna, dénonçant la politique américaine qui, selon lui, ajoutait à la misère inacceptable d'Haïti. Il écrivit « Ce que nos amis haïtiens veulent et dont ils ont besoin, c'est la possibilité de tracer leur propre voie, sans marionnettisme international ni candidat imposé, mais avec un véritable soutien pour ce choix. » Voilà plus de 2 siècles que les Haïtiens résistent à l'esclavage, aux dictatures et à l'exploitation. Mais chaque victoire a été sabotée par des puissances étrangères refusant de les laisser tracer leur propre destin. La pauvreté, l'instabilité et le chaos actuel ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont les conséquences directes de 200 ans de punition pour avoir osé être libre. Le peuple haïtien a gagné son indépendance. Ce qu'on lui refuse encore, c'est la pleine liberté de se gouverner lui-même.